comme je disais, mon thème c'est donc les hypertrophies gingivales, étiologie et prise en charge. Donc, l'hypertrophie gingivale est une atteinte fréquente, comme je disais, de la gencive. Elle correspond à une augmentation des tissus mous et parfois elle est importante, parfois elle est à l'origine de poser des problèmes, des altérations fonctionnelles et esthétiques. Donc les trois parties de la gencive se trouvent des fois touchées, à savoir la papille interdentaire, la marginale et aussi l'attachée, et bien sûr le volume peut être soit localisé ou bien diffus. Quand il est diffus, il touche les trois types. Cette pathologie peut aussi être liée à des pathologies d'ordre général, notamment les hémopathies, bien sûr les maladies systémiques, et une investigation ou une démarche diagnostique rigoureuse et de règles. Il est nécessaire également de connaître les différentes étiologies, c'est mon thème, et les aspects cliniques, bien sûr, de ces hypertrophies gingivales, afin d'établir un bon diagnostic et bien sûr une prise en charge correcte. Donc, définissons d'abord l'hypertrophie gingivale, qui est un accroissement ou une atteinte, une gingivopathie qui est caractérisée par l'augmentation de la masse tissulaire de la gencive. Donc on a dit qu'elle peut être localisée ou généralisée et elle peut dans certains cas recouvrir toute la couronne dentaire. Donc elle implique une modification de taille ou bien multiplication cellulaire. Ceci va justement nous amener à définir deux types. Le premier, c'est l'hyperplasie gingivale qui est liée à une augmentation du nombre de cellules fibroblastiques, contrairement à l'hypertrophie gingivale qui, elle, est une augmentation du volume de la cellule fibroblastique. Et donc, ce qui tranche entre les deux, c'est la biopsie, c'est-à-dire pour voir l'aspect histologique. Bien sûr, il y a une classification qui est utilisée pour, si vous voulez, définir cet accroissement, c'est celle d'As en 1963, qui donne 3 grades. Donc, le premier, l'hypertrophie, elle touche uniquement la papille. Le deuxième, papille et gencive marginale. Et bien sûr, le grade 3, plus des 2/3 de la couronne sont recouverts. Pour les aspects cliniques, chose qui est importante aussi, nous avons l'hypertrophie d'origine inflammatoire, comme ce qu'on voit sur cette photo, où vous avez la gencive qui est rouge, molle, elle est de couleur violacée de temps en temps, qui saigne, et elle est lisse et brillante. Le gonflement peut aller jusqu'à recouvrir toute la partie de la couronne, comme je vous ai dit, et bien sûr, les problèmes, c'est là où les problèmes s'installent d'origine fonctionnelle et esthétique pour le malade. Le deuxième aspect concerne l'hyperplasie, c'est-à-dire l'augmentation du nombre, où nous avons un aspect fibreux qui n'est pas inflammatoire, mais la gencive, c'est vrai qu'elle est ferme, dense, peu douloureuse, mais il peut se surajouter un phénomène inflammatoire lorsque le patient n'est pas motivé et que la plaque s'installe. Alors, pour les facteurs de risque, soit ce sont des facteurs qui déclenchent la pathologie et donc elle va jusqu'à l'hypertrophie, soit ce sont des facteurs qui se surajoutent sur une gingivite qui existe et là, ils augmentent la réponse inflammatoire. Ce sont des facteurs soit locaux, à savoir la respiration buccale, la quantité de plaques dentaires, les malpositions dentaires, les caries et aussi les restaurations prothétiques débordantes. Ils peuvent être des facteurs généraux ou systémiques. Nous avons des facteurs hormonaux liés à tout ce qui est contraception, grossesse, puberté. Nous avons des facteurs génétiques. Nous avons des facteurs nutritionnels, notamment l'absence de vitamine C, la vitamine C, le tabac et des affections systémiques telles que le diabète ou le VIH. Et on a aussi un facteur très important qui est l'état psychologique du malade. Stress, dépression, anxiété qui poussent vers délaisser ça, si vous voulez, son hygiène. Donc, commençons d'abord par l'hypertrophie d'origine inflammatoire ou origine bucco-dentaire. C'est la plus fréquente. Nous avons un tableau clinique qui est strictement lié à la plaque. Seulement les gingivites peuvent être liées à la plaque uniquement, ce que dit la classification d'Armitage, mais il y a des facteurs qui peuvent aggraver la situation, notamment ce qu'on voit sur ce cas. Donc vous avez les malpositions, on a le diastème, l'éversion, et là, c'est un cas qui présente aussi des malocclusions. Tout ça aggrave donc la gingivite qui était existante. Alors, la clinique montre une inflammation gingivale qui est érythémateuse, qui touche la gencive marginale et les papilles, mais qui peut être aggravée et s'étend
à l'attacher si le patient ne se présente pas et rien n'est fait sur le plan, si vous voulez, traitement. La plaque dentaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se minéraliser en tartre, et là c'est le comble, puisque vous aurez une aggravation, si vous voulez, de l'état parodontal. Et ce qu'on a, c'est une hypertrophie associée à une parodontite, comme vous voyez sur ce cas, où nous avons le saignement est devenu spontané, des pertes à tâches très importantes, et sur la radio, nous avons des lises osseuses qui sont généralisées. Ce tableau clinique, vous pouvez le voir si le malade, justement, ne se présente pas, et donc, c'est l'évolution normale. On peut avoir toujours, dans le cadre de l'origine bucco-dentaire, la respiration buccale, ou chez un respirateur buccal, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une inflammation qui est chronique. Elle est localisée au niveau antérieur. Ceci pourquoi? Parce que c'est dû à une déshydratation, un assèchement, ce qu'il respire par sa bouche, et donc ça diminue l'effet protecteur de la salive. Donc c'est ce qu'on voit sur cette photo. Voilà, c'est une hypertrophie chez un respirateur buccal. Et donc l'atteinte se situe préférentiellement, comme on a dit, au niveau antérieur, que ce soit maxillaire ou mandibulaire. Et la gencive, elle apparaît gonflée, rouge, sèche, luisante, et bien sûr recouvre presque toute la couronne. Alors, on peut avoir également des dispositifs de l'ODF qui, eux, sont des facteurs de rétention de plaques, surtout si le malade, il s'agit de jeunes, si le malade laisse si vous voulez, son hygiène de façon incorrecte, il est là, il présente un tableau clinique très important qui va amener à une hypertrophie. Alors, nous avons également l'origine hormonale. Bon, les principales hormones qui exercent une influence sur le parodonte sont bien sûr les oestrogènes et la progestérone. Seulement, elles peuvent altérer la réponse des tissus parodontaux microbiens, mais en aucun cas, elles ne déclenchent la maladie. Qu'on soit clair. D'accord? Commençons par la grossesse. Donc, cet état, c'est un état physiologique, il n'est pas pathologique. Il n'altère pas la structure de la gencive, mais modifie l'expression clinique vue sur la bouche de la patiente lorsqu'une gingivite est induite par la plaque. Donc, il faut qu'il y ait de la plaque pour que les hormones augmentent la réponse, si vous voulez, inflammatoire et donnent le tableau clinique que vous allez voir. Donc là, c'est une gingivite liée aux facteurs hormonaux. Ceci entraîne bien sûr à une gingivite marginale ou diffuse. Diffuse, ça veut dire qu'elle touche les trois types. Parfois, un accroissement aigu et bien sûr un saignement spontané, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de toucher la gencive. On peut avoir aussi, en cas de grossesse, une lésion gingivale localisée appelée épulis gravidique, et ceci se localise généralement dans la région antérieure, comme c'est le cas pour cette patiente qui s'est présentée à notre consultation. Alors, toujours dans le cadre de l'origine hormonale, nous avons la puberté. Bon, l'élévation des taux d'hormones sexuelles, comme on voit chez cette patiente âgée une fillette de 14 ans qui nous a été orientée de l'ODF. Donc ceci permet une augmentation gingivale, notamment au niveau de la gencive marginale, comme le montre la photo, et des papilles interdentaires. Alors, là aussi, la gravité de la gingivite pubertaire est étroitement liée à l'accumulation de plaques. Mais les hormones ne déclenchent pas. Seulement l'adolescence est une période le plus souvent accompagnée d'un défaut d'hygiène bucco-dentaire, et donc on aura un tableau clinique lié à un accroissement gingival. Alors, passons maintenant à l'hypertrophie gingivale d'origine médicamenteuse. Donc, elle est considérée comme un effet secondaire de la prise de certains médicaments, et donc qui donne une hypertrophie chronique. Pourquoi? Parce que le patient est toujours sous traitement, il ne va pas arrêter. Alors, selon la dernière classification de Chicago 2017, il classe cette hypertrophie médicamenteuse comme une maladie gingivale induite par la plaque et modifiée par les traitements médicamenteux. Donc, jusque-là, vous voyez que toujours l'origine, elle est la plaque, le biofilm qui reste le facteur déclenchant de toute inflammation. Alors, 3 classes de médicaments sont responsables de ce type de tableau ou d'hypertrophie médicamenteuse. Nous avons les anticonvulsivants, nous avons les inhibiteurs calciques ou les antihypertenseurs et la cyclosporine A. Alors, pour les anticonvulsivants, la molécule de choix, c'est le diédan. C'est elle qui déclenche un accroissement chez le patient, accroissement gingival. Pour les immunosuppresseurs, c'est la cyclosporine A utilisée dans
les transplantations d'organes comme un pour le anti-rejet, donc, et c'est elle qui donne le tableau clinique le plus important avec un aspect nodulaire comme on va le voir sur les photos. Et les antihypertenseurs impliqués donc dans si vous voulez, le traitement de l'hypertension. Donc la molécule la plus couramment utilisée et qui donne des effets, je dis bien qui donne des effets parce qu'il y a d'autres molécules où la littérature n'a pas montré qu'il y a un accroissement gingival. Donc c'est la nifedipine et l'amlodipine. Alors, ce tableau montre une prévalence selon plusieurs études. Je ne vais pas les lire, mais vous pouvez remarquer que c'est si vous voulez, des pourcentages inconstants. Ça veut dire qu'on n'a pas officiellement, pour l'ensemble des malades qui prennent ces médicaments, un accroissement gingival. Pourquoi? Parce qu'il y a une dose, si vous voulez, seuil. Cette dose seuil n'est pas la même pour l'ensemble des malades et ne déclenche pas le phénomène de la même manière pour tous les malades. D'accord? Donc, pour la clinique liée à cette origine médicamenteuse, généralement, l'hypertrophie, elle apparaît entre 1 à 3 mois du traitement. Et bien sûr, elle augmente progressivement puisque le malade reste, comme je vous ai dit, sous traitement. Il prend toujours cette molécule. Alors, l'atteinte le plus souvent, elle est diffuse. C'est-à-dire que lorsqu'elle est là, elle n'est pas circonscrite à la gencive libre. Au contraire, elle touche l'ensemble. Comme on voit sur cette photo d'un malade traité à la nifedipine, un épileptique. Donc, les lésions débutent au niveau de la partie antérieure et la gencive vestibulaire se trouve la plus fréquemment et sévèrement touchée que, bien sûr, les versants palatins et linguaux. Alors, les symptômes débutent toujours au niveau des papilles, mais s'étendent aux gencives marginales et attachées. Il en découle un aspect nodulaire, et ceci pour l'ensemble des molécules. Là, en bas, nous avons un transplanté rénal qui est sous cyclosporine, et nous voyons que l'aspect nodulaire dans les deux. Bien sûr, l'hypertrophie gingivale induite par la cyclosporine, elle est de nature inflammatoire d'après la littérature, mais moi, ce malade, je l'ai eu dans ma consultation, et l'aspect, il est fibreux. Il est très fibreux. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, bon, là, ça n'apparaît pas, mais je vais vous le montrer après pour la prise en charge, c'est quelqu'un qui est très motivé. Donc, si vous voyez l'arcade supérieure, il n'y a pas d'hypertrophie, et la gencive, elle est rose pâle, c'est-à-dire de nature vraiment saine. C'est pour ça que là, malgré que la littérature dit que la cyclosporine donne un aspect inflammatoire, là, il n'y a pas d'inflammation, donc on a juste la réponse au médicament, la cyclosporine. Donc, les anticonvulsivants, généralement, et d'après la littérature, sont plus fibreux, et pour les inhibiteurs calciques, les deux. Vous avez donc, ils peuvent être inflammatoires et en même temps fibreux, et il y a toujours des différences. Chaque cas est un cas. Alors, toujours pour l'origine médicamenteuse, on a besoin de parler sur le plan histologique, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons un épithélium parakératinisé acanthosique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un épaississement de cet épithélium chez le malade qui prend ces molécules. Les crêtes s'enfoncent profondément dans le chorion, c'est-à-dire dans le conjonctif, comme on voit sur cette coupe histologique, où vous voyez donc si vous voulez, l'enfoncement de l'épithélium dans le chorion. Et on peut avoir aussi une augmentation du volume du tissu conjonctif, c'est ce qui donne cet aspect volumulaire, augmentation de la matrice extracellulaire par rapport aux autres hypertrophies. Quand c'est médicamenteux, on a cette augmentation de la production de fibroblastes, fibres collagènes et bien sûr la matrice extracellulaire. Ceci est associé à une densification du paquet de fibres de collagène et aussi un filtre inflammatoire lymphoplasmocytaire, comme nous avons sur cette photo qui montre donc une invasion de la trame collagénique pour ce patient sous, si vous voulez, médicaments traitant la cyclosporine. Alors, passons maintenant, on a terminé avec les hypertrophies. Jusque-là, nous sommes dans les hypertrophies qui sont liées à la plaque et modifiées par certains facteurs. Nous avons vu les hormones, le médicament, mais il y a des hypertrophies gingivales non induites par la plaque.
notamment l'origine génétique. On l'appelle gencive éléphantiasique, autrefois, hyperplasie gingivale héréditaire. Et actuellement, si vous voyez les nouvelles classifications et même Armitage, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez l'appellation de fibromatose gingivale héréditaire ou idiopathique. Idiopathique parce qu'il n'y a pas de cause évidente. D'accord? Donc, c'est une maladie génétique qui est rare. Elle est de transmission autosomique dominante. Cliniquement, si vous voulez, l'hypertrophie gingivale, elle est lente, progresse lentement, mais elle est bénigne, elle est fibreuse, elle est non inflammatoire. Le cancer de la gencive attachée se développe de façon isolée et bien sûr peut être localisé, régional, touche les tubérosités et même au niveau mandibulaire. Donc, j'essaie d'aller vite parce qu'on me dit que je prends du temps. Alors, on peut avoir une hypertrophie gingivale liée à l'hémopathie, retrouvée généralement chez les gens avec une leucémie aiguë myéloïde, comme c'est le cas de cette fillette âgée de 11 ans qui est donc atteinte d'une leucémie. Donc, cliniquement, la tuméfaction elle est importante, la survenue est brutale et surtout au niveau des papilles interdentaires et peut recouvrir l'ensemble des couronnes. Dans un premier temps, la gencive elle est rose à cause de l'anémie. Ensuite, elle est ferme avec absence de douleur, puis apparaissent des zones d'ulcération nécrotique à cause de la neutropénie. Ensuite, à la fin, nous avons des zones hémorragiques à cause de la thrombopénie. Donc, une formule de numération sanguine est importante et indispensable pour établir le diagnostic, ainsi qu'un examen histologique pour confirmer l'invasion de cellules blastiques ou myéloïdes immatures. Alors, autre étiologie, nous pouvons avoir une gingivite à plasmocyte, elle est rare. Hein. Elle est chronique, d'étiologie incertaine, puisqu'on l'attribue à certaines allergies, mais ce n'est pas encore, selon la littérature, ce n'est pas encore ferme. Donc, je vous montre ce cas qui nous est venu à la consultation, et donc on a tranché lorsqu'on a fait l'anapathe. Alors, ça aussi, c'est un cas qui se développe progressivement et sans cause évidente, comme j'ai dit. Cliniquement, l'inflammation est érosive, inflammatoire et saine au moindre contact et elle est très, très douloureuse. Le malade ne vous laisse pas le toucher. Alors, le diagnostic, bien sûr, repose sur l'anapathe, comme j'ai dit, qui peut trancher et dire qu'il y a présence de cellules plasmocytaires. Bon, pour la démarche diagnostique, bien sûr, l'examen clinique est de rigueur. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher la modification de couleur, de volume, l'augmentation de la tendance au saignement. Il faut déterminer, si vous voulez, la forme est localisée, régionale, diffuse, la localisation, est-ce qu'elle est maxillaire, mandibulaire, côté vestibulaire, palatin. L'aspect clinique, elle est fibreux, inflammatoire, elle est isolée, symptômes associés. Et bien sûr, envisager, dans certains cas, une biopsie pour éliminer un diagnostic du processus tumoral. Et bien sûr, si on part d'une origine idiopathique, ceci c'est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire que vous écartez du tout. Et on a la démarche diagnostique toujours, on a des examens complémentaires, à savoir l'imagerie. Pourquoi? Pour détecter s'il y a des lésions osseuses associées, pour faire des examens sanguins pour explorer l'hémostase, la coagulation et bien sûr un bilan vitaminique pour écarter, comme je vous ai dit, il y a la vitaminose qui peut donner, ou le scorbut qui peut donner une hypertrophie. Consultation médicale spécialisée, pourquoi? Pour orienter le malade vers les spécialistes s'il y a une allergie, une altération d'état général ou une dermatose. Alors, passons à la prise en charge thérapeutique. Devant une hypertrophie, je dois terminer, hein, c'est l'essentiel, devant une hypertrophie d'origine inflammatoire, c'est-à-dire causée par le biofilm, la thérapeutique, elle est non chirurgicale. Vous avez la motivation, vous avez le détartrage succès-sous-gingival, vous avez l'élimination des facteurs favorisant qu'on a cités, respiration, malposition, dispositif orthodontique, sécheresse buccale, tartre et diabète. Et vous avez le surfaçage si on est devant un cas où vous avez augmentation de volume associée à une perte d'attache. Si tout cela donne une diminution, tant mieux. Sinon, vous êtes devant un cas où la gencive est fibreuse. Et à ce moment-là, bon, je vous montre d'abord ce cas. Regardez, c'est un accroissement gingival. On a utilisé chez cette patiente au niveau supérieur et inférieur, on a juste motivé la malade. Vous pouvez remarquer qu'au niveau du bas, ça y est, on a une amélioration. Et pour l'arcade supérieure, on a une diminution. C'est après cela qu'on va vers la chirurgie. Mais
la motivation, elle a son mot à dire lorsque la gencive n'est pas très fibreuse. C'est très, très, très important. Alors, si maintenant la gencive est d'origine fibreuse, alors elle ne retrouve son volume normal que lorsque vous faites une gingivectomie. Je vous montre ce cas. Donc, nous avons une texture qui est fibreuse haut et bas. Donc, on a réévalué, une fois qu'on a motivé le malade. Pourquoi on réévalue? Parce qu'il faut apprécier le contrôle de plaques, la réduction de l'inflammation, le potentiel de cicatrisation chez le patient. Et donc, là, après motivation, on a une diminution, mais ça reste insuffisant. Donc, et on va vers, si vous voulez, la gingivectomie, qui est quoi? C'est l'excision de ce qui est en excès, de la gencive qui est en excès. Elle peut se pratiquer soit en biseau externe, lorsque vous avez une hauteur de gencive attachée importante, soit en biseau interne. Et donc là, on a fait une gingivectomie à biseau externe, haut et bas, et voilà le résultat. On peut être devant un cas où il y a des dispositifs, comme chez cette fillette, dispositifs orthodontiques, on a dit, qui permettent de retenir la plaque. À ce moment-là, vous faites votre motivation et votre thérapeutique initiale, et on va vers une phase chirurgicale, comme ici GBE, et le résultat cicatrisation après un mois, il est spectaculaire. Surtout si vous êtes devant des malades qui suivent les instructions d'hygiène. Alors, également, ce cas qui est causé par la plaque, mais présente une respiration buccale et une supraocclusie. Donc, nous avons pratiqué notre gingivectomie à biseau externe haut et bas. Seulement, le résultat est là, mais il nous guide vers une possibilité de récidive. Si les facteurs favorisants ne seront pas corrigés, comme la supraocclusie et la respiration, on va vers la récidive. Alors, lorsque votre atteinte est liée à une affection générale, généralement, la prise en charge de la maladie elle-même favorise, donc, si vous voulez, la réduction des manifestations buccales. Comme chez cette fillette, comme je vous ai dit, elle est hospitalisée en pédiatrie de Bnimsous. Elle est sujette à des cures de chimio. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a sensibilisé la maman et la fillette. On les a motivés à l'hygiène en utilisant des compresses imbibées de sérum ou imbibées de temps en temps à la malle, donc si vous voulez, d'eau bicarbonatée pour limiter le saignement et la douleur. Et regardez ce que ça a donné 7 jours après. C'est spectaculaire. Et si vous voulez, là, vous avez une nécrose, on regarde la 32, regardez la nécrose, il y a une cicatrisation. Donc, l'hygiène a son rôle à jouer et c'est très très important. Alors, lorsque vous êtes devant un cas de grossesse ou de puberté, ces états sont, on a dit, c'est physiologique, sont transitoires. Donc, le contrôle des facteurs locaux permet leur résolution. Maintenant, si l'épulis gravidique est là, vous attendez après que l'accouchement soit fait. S'il est résolu, tant mieux. S'il persiste, là, vous faites l'exérèse, comme chez cette patiente qu'on a fait après son accouchement, l'exérèse, qu'elle a répondu. Bon, là, l'hygiène, il faut insister. Alors, devant l'origine médicamenteuse, l'objectif, c'est de contrôler l'inflammation, car le biofilm joue double rôle. C'est l'une des causes, et aussi c'est une conséquence d'aggravation, puisque lorsqu'elle est là, l'hypertrophie ou l'hyperplasie, vous ne pouvez pas se brosser, le malade ne peut pas. Donc, la décision de changement du molécule n'est pas du ressort du dentiste, c'est le médecin qui doit décider, et si jamais, si vous voulez, bon, elle est faite beaucoup plus pour les inhibiteurs calciques. Rarement la cyclosporine elle est échangée, rarement, et la phénétoïne. Maintenant, si le médecin décide de changer ou de réduire, vous aurez un résultat après 2 à 8 semaines, justement, de ce changement. Alors, je vous montre ce cas que vous avez vu tout à l'heure. Là, on voit qu'il est motivé. Il n'y a rien au niveau supérieur. C'est pour ça que l'état n'est pas inflammatoire. Mais là, en haut, c'est bon. Là, toutes ces dents bougent. Le tissu, si vous voulez, gingival a envahi les molaires à un tel point qu'il mord dessus, le malade. Les dents étaient trop mobiles. Nous ne pouvions pas, pour ce patient, nous ne pouvions pas faire une gingivectomie selon les règles de l'art. Il fallait exciser l'excès, tout en respectant, bien sûr, l'orientation du bistouri. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, voilà le résultat, dans un deuxième temps, nous allons faire une plastie. On ne peut pas faire
d'emblée donc la chirurgie comme il se doit à cause de l'ampleur de cet excès de gencive. Bon, comme prise en charge particulière, je termine. On a la carence en vitamine C qui peut donner, le scorbut qui peut donner donc une augmentation de volume. Là, vous faites votre thérapeutique initiale et des conseils diététiques ou des suppléments seront donnés par le médecin. Vous l'orientez, d'accord? On peut avoir un cas de maladie atypique, gingivale atypique, comme la gingivite aplasmotique, plasmocyte, pardon, elle est rare. Elle est rare, on ne la rencontre pas tout le temps. Donc la thérapeutique initiale associée à une bonne motivation, un bon contrôle de plaque, donne de bons résultats, mais il faudra associer des corticoïdes. Alors, je vous montre ce cas que j'ai traité moi-même. Donc là, la malade ne nous laissait même pas la toucher. On a dû donner un traitement, ensuite faire la thérapeutique initiale, motiver la malade, mais le résultat, nous l'avons eu de cette façon que lorsqu'on a administré le Soliprède sous forme de bain de bouche. Pourquoi bain de bouche et pas par voie générale? Parce qu'elle avait un seul rein, elle est née comme ça, donc on voulait éviter le pire à la malade. Donc, pour conclure, je dirais que les hypertrophies sont généralement inflammatoires, liées à l'accumulation de plaques au biofilm. Cependant, d'autres origines peuvent être présentes, comme les médicaments, la maladie systémique ou génétique. Bien sûr, ces dernières peuvent avoir des présentations cliniques similaires, mais elles peuvent aussi être des signes cliniques déterminants ou dépistants les maladies létales telles que les hémopathies ou la leucémie. Bien sûr, face à cet accroissement, il faut toujours aller vers la thérapeutique initiale et le contrôle rigoureux de la plaque. Si ça va, tant mieux, sinon l'indication d'une chirurgie se pose. Et il ne faut pas oublier, en dernier, qu'une récidive n'est pas impossible, d'où l'importance d'une maintenance vice-versa, du praticien et du praticien, c'est-à-dire personnel et professionnel. Et je vous remercie.